Aujourd'hui, une fois de plus, je ne vais pas chercher la polémique. Je ne vais pas condamner tel ou tel. Je vais me contenter de vous montrer l'absurdité de ce que la science nous propose pour vrai. Je vais pointer du doigt les zones de mensonges et d'illusions de ce monde, l'étendue abyssale de l'industrie du faux. Je vais vous inviter au questionnement, à la remise en question, à vous interroger sur le cadre qu'on nous propose depuis l'enfance. Je vais vous encourager aussi à entrevoir le moment où nous devrons tous unir nos forces, où que nous soyons sur cette planète, car tout s'accélère et nous sommes déjà à la lisière de la troisième renaissance. On me reproche souvent de ne pas donner de référence. En tant que robots humains, nous avons en effet tous besoin de références et de preuves pour nous rassurer. Cela fait partie de notre programmation primaire. Mais au fond, quelle source, quelle référence sommes-nous en droit d'attendre ? Le fait que telle ou telle sommité ait dit la même chose un peu plus tôt est-il une garantie de crédibilité ? Avons-nous besoin de nous en remettre toujours à une autorité supérieure, reconnue, pour nous guider vers la vérité, vers la lumière ? Et ces autorités, elles ont été elles-mêmes reconnues par quelles instances supérieures ? Et ces instances, par quelles institutions ont-elles été reconnues ? Et quel organisme encore supérieur a-t-il reconnu l'institution qui a reconnu ces instances ? L'imposture n'est pas un phénomène historique, ça n'a jamais été autant d'actualité, simplement de par l'évolution en fait, de la méthode scientifique. Aujourd'hui, le nombre de disciplines s'est démultiplié, les champs de recherche sont d'une précision ingérable pour les dirigeants et il faut des résultats. Il faut des résultats, et donc on impose des publications et des découvertes aux jeunes chercheurs, qui sont donc pour le coup tentés de plagier ou d'inventer des résultats. On n'a jamais eu autant d'imposture, de fraude, ce qu'on appelle en fait d'inconduite scientifique depuis les 10 dernières années. Si nous vivons dans un monde de mensonges et de menteurs, d'imposteurs, comme je le prétends, en quelle source pouvons-nous faire confiance ? Je vous ai déjà expliqué que les mensonges s'empilent les uns sur les autres et qu'un premier mensonge impose des mensonges toujours plus grands. Ce besoin de référence est en réalité une illusion fractale de plus qui répond à cette puissante programmation de l'homme. Nous ne nous sentons jamais aussi bien qu'au sein du troupeau dans lequel nous nous reconnaissons et qui nous a reconnus avec un berger qui veille sur nous et qui nous dicte ce qu'il est bon de faire, de dire, de croire et de penser. Moutons dociles ou moutons récalcitrants, nous sommes finalement tous des moutons de Panurge, heureux d'appartenir au troupeau. Quant aux preuves, malheureusement, comme je l'ai expliqué, quelle qu'elle soit, si la motivation est là, s'il y a un mobile, et il y en a toujours un, alors les faussaires se chargeront de les fabriquer. Aujourd'hui, je sème des graines. Certaines prendront, d'autres pas. Je n'impose rien. Je navigue d'une question à l'autre avec mes petits cailloux et c'est vous qui êtes la référence, la source. C'est vous qui vous posez des questions, qui trouverez vos propres références au gré de vos recherches et vous penserez alors à mes cailloux et ils prendront alors tout leur sens. C'est ainsi que doit se faire le chemin, la quête. Nous sommes des petites unités de programme. À nous de réécrire le programme global tous ensemble. Je n'ai pas toute la connaissance, je n'ai pas la vocation de vous servir la vérité toute cuite. Je revendique le droit à l'erreur. Je ne suis pas en opposition et je ne cherche pas à diviser ni à mettre en opposition les uns et les autres. Je suis en résistance contre un système qui nous soumet, qui nous rend malades, qui nous rend bêtes et nous déshumanise. Dans un monde qui marche sur la tête,
où tout se retrouve à l'envers, où nous regardons les choses à travers le miroir qu'est notre ego. Je fais le choix de regarder à l'envers les choses qui paraissent acquises et qui sont tenues pour certaines, car je sais que j'y trouverai plus de vérité que n'en recèle toute la science. Alors, eh bien, rentrons dans le vif du sujet. Et puis tiens, je vais vous détendre un peu, je vais vous reparler de notre ami Mehrer. Vous savez, ce bon chef de chantier Mehrer qui a eu la gentillesse, un beau matin, d'enterrer toutes ses notes, une sorte de journal de bord, il y a 2500 ans. Et notamment, ces fameux papyrus dits de Khéops, dans lesquels il explique comment il transportait les pierres par le Nil pour construire la pyramide du même nom. Du haut de ses 146 mètres et de ses 5 millions de tonnes, la pyramide de Khéops est encore aujourd'hui le monument de pierre le plus imposant jamais construit sur Terre. Nous allons suivre des experts qui ont pu étudier des documents exceptionnels dans lesquels figurent des indications très précieuses sur les méthodes employées par les ouvriers égyptiens. C'est en effet dans un papyrus récemment découvert qu'une partie des techniques de construction ont été révélées. Grâce aux fouilles archéologiques et aux images de synthèse, nous verrons aussi comment les milliers de blocs de pierre ont été transportés. Vous allez comprendre par quels moyens incroyables les ingénieurs de l'époque ont détourné le cours du fleuve pour qu'ils parviennent au plus près du plateau de Gizeh. Des découvertes qui permettent de faire toute la lumière sur les 23 années de travaux nécessaires à cette construction de tous les records. Les techniques employées vers 2560 avant notre ère pour édifier ce tombeau géant restent encore une énigme. Mais aujourd'hui, une équipe d'archéologues espère élucider le mystère grâce à de nouvelles découvertes. Le journal de l'un des bâtisseurs en passe d'être déchiffré. Il apporte un nouveau regard sur la construction de la pyramide. Armés de ces nouveaux indices, les archéologues vont tenter une expérience révolutionnaire. Il y a de l'eau à l'intérieur. Leur objectif, dévoiler les secrets des bâtisseurs égyptiens. C'est coincé. La découverte miraculeuse des papyrus de Khéops nous apporte donc la preuve que toute l'égyptologie attendait depuis toujours. Les pyramides ont été montées avec des pierres taillées dans des carrières lointaines et non pas avec des pierres moulées comme de plus en plus de chercheurs de vérité commençaient à le comprendre. C'est donc la découverte du siècle qui met un terme définitif au mystère entêtant de la construction des pyramides. L'Égypte expose pour la première fois depuis ce jeudi au Musée national du Caire le plus vieux texte écrit sur papyrus jamais retrouvé. Ce manuscrit rapporte le quotidien et le mode de vie des ouvriers du port de Wadi al-Jarf, au sud de Suez, qui ont pris part à la construction de la grande pyramide de Khéops à Gizeh il y a plus de 4500 ans. Les manuscrits rapportent des statistiques et des travaux administratifs qui ont eu lieu pendant le règne de Khéops et mettent en relief le mode de fonctionnement du système administratif. Ils contiennent également les règles pour tailler la pierre et les projets de construction de la grande pyramide. Méticuleux, pointilleux, un gars qui a le souci du détail, Mehrer. Il compte tout caillou par caillou, genre un bon fonctionnaire à l'allemande, issu des grandes écoles de l'administration de l'Égypte antique façon Christian Jacques. Efficace dans la manœuvre, rigoureux, exigeant avec ses hommes, dur, mais sympa quand même, n'hésitant pas à mettre la main à la pâte, à la pierre de taille, pardon. Enfin, bref, à filer le coup de main quand c'est la bourre, quoi. Il s'appelle Mehrer et le document révèle que c'est un contremaître chargé du transport par bateau d'une précieuse cargaison. Son équipe de 40 ouvriers doit transporter plusieurs milliers de tonnes de pierres sur le Nil. La destination finale de la cargaison est le site de la Grande Pyramide. On nous a donné beaucoup d'informations. La découverte du papyrus est très importante. Il nous donne des informations précieuses sur la vie des ouvriers et sur la façon dont ils découpaient et détachaient les blocs. Le bruit des coups de marteau et du burin qui s'enfonce dans la pierre était comme une petite musique pour les ouvriers. Mehrer devait être très habitué à ce bruit et à ces scènes d'activité dans une carrière.
Les Égyptiens de l'Antiquité faisaient ce travail harassant toute l'année, malgré la chaleur extrême. Tout retard dans la livraison des pierres aurait entraîné la suspension du chantier. Vous l'aimez bien aussi, Merer. Tout le monde l'aime bien, de toute façon. Le genre de chef avec qui on a plaisir à aller prendre un pot le samedi soir après une dure semaine de labeur. C'est qu'il faut les charrier tout de même sur le bateau. Ces centaines de pierres taillées pesant chacune plusieurs tonnes. C'est pas comme s'il y avait des soucoupes volantes. Ça, c'est au Pérou. Là-bas, même les momies sont extraterrestres. C'est trop facile, leur pyramide au Pérou. Mais en Égypte, c'est à peine s'ils connaissaient la roue. Si on en croit les scientifiques, ils en étaient encore au rondin de bois et à l'huile de coude. Bon, passons. Je m'échauffe. Merci, Merer. Merer, il mériterait qu'on retrouve aussi sa momie dans la foulée pour la peine. Bref, les papyrus de Khéops, faut le savoir, sont les plus vieux du monde. Les seuls de cette époque qui ont résisté à l'épreuve du temps. Coup de bol, non, heureusement. Heureusement qu'ils n'écrivaient pas sur des cahiers Clairefontaine. Pas bête, Merer. Bon, soyons sérieux, 2 minutes. Ça, c'était vraiment juste pour vous réveiller. En tout cas, il y a une chose symptomatique dans toute cette histoire, ce que j'appelle le clin d'œil de la matrice. Le croirez-vous si je vous dis que le découvreur de ces papyrus, un égyptologue français, s'appelle Pierre Talley, à ne pas confondre avec Pierre Taillé. Mais tout de même, c'est un bon moyen mémotechnique pour ceux qui ont des problèmes avec les noms. Là, les gamins qui se planteraient en histoire au bac, franchement, ils n'auront vraiment pas d'excuses s'ils nous parlent encore de Pierre Moulet. Désolé, dès que je parle de Merer, c'est plus fort que moi. Mais la question qui me vient, moi, c'est comment des papyrus datant soi-disant de 2500 ans, datant donc de la prétendue époque de Khéops, peuvent-ils nous parler de carrières de pierres taillées et de pyramides et du travail sur ce grand chantier, alors que toute personne, un tantinet sérieuse et cultivée, sait bien que Khéops, si seulement il a vraiment existé, n'a de toute façon jamais construit aucune pyramide. Et là, je dois, une nouvelle fois, vous raconter une drôle d'histoire. En 1836, le colonel anglais Howard Wise arrive en Égypte. À la tête d'une équipe d'ingénieurs, il commence ses fouilles à l'intérieur de la grande pyramide, mais il ne trouve rien. À côté, sur le site, les équipes italiennes n'arrêtent pas de faire des découvertes qui soulèvent l'admiration de tous et qui multiplient surtout la générosité des investisseurs. Pour Wise, la pêche est peu fructueuse. Un panier en osier dans une chambre de la reine, vide. Wise, qui a de l'ambition, qui descend d'une famille prestigieuse, ronge son frein. Il espère vraiment faire une découverte exceptionnelle qui fera entrer son nom dans l'histoire. C'est même pour lui une obsession. Il y croit encore. Il croit vraiment, le colonel Wise. Et le succès de toutes les autres équipes autour de lui, ça le rend fou. La situation est d'autant plus désespérée que les investisseurs qui financent ses recherches sont sur le point de le lâcher. Il fouille, refouille dans des zones déjà découvertes avant lui, sans jamais rien trouver, notamment dans la première chambre de décharge, au-dessus de la chambre du roi. Cependant, au moment où tout le monde est sur le point de l'abandonner, la chance lui sourit enfin. En partant de cette première cavité, la première chambre de décharge, il va mettre à jour les 4 chambres de décharge situées juste au-dessus de la première. Ces 4 chambres n'ont jamais été ouvertes avant lui. Et là, surprise, sur les parois de ces 4 chambres de décharge, il découvre des graffitis laissés par des ouvriers qui ont forcément travaillé à la construction de la pyramide. Ça paraît pas grand-chose comme ça, mais je vous le signale que la grande pyramide ne contenait jusqu'alors aucune inscription, aucune peinture, aucune fresque. Pas plus d'ailleurs que la première chambre de décharge découverte bien avant Wise. Cette découverte inattendue de graffitis, présent uniquement dans les 4 chambres découvertes par l'équipe de Wise, est donc vraiment extraordinaire. Pourtant, Wise ne parlera pas de ces inscriptions le jour même dans son journal.
il ne les mentionnera que le lendemain, après avoir fait visiter la cavité à des collègues pour qu'ils puissent témoigner de sa découverte. À la suite de quoi, il découvre une seconde chambre de décharge qui contient elle aussi des graffitis, et ainsi de suite jusqu'à la 5e. Dans les premières chambres, les graffitis ne présentent guère d'intérêt. Au mieux, on peut y lire quelques noms de chefs de chantier. Oui, je sais ce que vous pensez, mais non, l'histoire ne dit pas si le nom de Mehrer figure parmi les graffitis. Ce que nous dit l'histoire, en revanche, c'est que dans la 5e chambre, la 4e découverte par Weiss, se trouve enfin le jackpot, des inscriptions au nom du pharaon Khéops. C'est cette découverte qui permettra d'attribuer un nom au constructeur de la Grande Pyramide. Toujours est-il que ces graffitis inscrits grossièrement à la peinture rouge contiennent une faute monumentale. En tout cas, si l'on s'en tient aux copies que réalisera Weiss dans son journal et ses rapports. En fait, on trouve le nom de Khéops écrit sous différentes formes dans cette chambre, mais toujours avec des fautes. C'est un peu dommage. On trouve le KH de Khufu, dénomination grecque de Khéops, parfois avec 2 traits au milieu d'un cercle, d'autres fois avec un point, et une autre avec une espèce de croix ou gribouillis. Mais en tout cas, jamais de la bonne manière, c'est-à-dire avec 3 traits horizontaux dans un cercle. À l'époque de Weiss, seulement 2 livres existaient sur l'écriture hiéroglyphique. Materia Hieroglyphica de Sir John Gardner et Wilkinson, datant de 1823, et Voyage de l'Arabie Pitry par Léon de Laborde. Or, le second livre a dû copier sur le premier puisque les 2 présentent la même faute sur le nom de Khéops. Khéops est écrit avec un point dans le cercle qui correspond à Ra et non à Que. C'est en tout cas sur la base de cette seule découverte des graffitis du colonel Weiss qu'à partir de 1837, la Grande Pyramide allait prendre le nom de pyramide de Khéops. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai en tête une toute autre histoire. Weiss a-t-il finalement compris quelque chose en observant ses collègues triomphants et collectionnant découverte sur découverte? A-t-il eu vent de quelques rumeurs sur un habile réseau d'imposteurs trafiquant de fausses antiquités et engrangeant des sommes juteuses? De toute façon, il n'a pas la confiance de ce réseau éventuel et il ne peut donc pas faire appel à eux. Et il ne peut pas non plus rivaliser avec les trésors que les autres équipes n'en finissent plus de sortir de terre. Je ne sais pas. Toujours est-il que, dégoûté par le comportement de ses pairs, lui qui croyait et aimait vraiment l'égyptologie, par dépit, et puisque les autres faisaient bien pire encore, j'imagine qu'il a eu l'idée de réaliser lui-même ces graffitis. Des graffitis, en égyptologie, c'est un peu la découverte du pauvre, d'accord. Mais bon, on fait ce qu'on peut avec les moyens du bord. Alors Weiss a sans doute commencé petit avec des inscriptions insignifiantes dans les premières chambres, histoire de tâter un peu le terrain. Et puis, enhardi par la validation de ses collègues, il a pris confiance. Comme on dit, tant que je gagne, je joue. Et avec une certaine audace, sans doute en se sentant pousser les ailes de la gloire, il a osé franchir le pas avec les fameux cartouches de Khéops, copiant avec application sur les ouvrages qu'il avait sous la main et forcément en dupliquant leurs fautes d'orthographe. Il se peut que Weiss ne soit pour rien dans cette histoire et qu'un des membres de son équipe, lassé de tous ses échecs, ait perpétré ses malversations à son insu. Pour nous, c'est du pareil au même. Curieusement, les photos actuelles de ces fameux graffitis ne correspondent plus au dessin de Weiss effectué d'après son relevé et sa copie dans son journal. Regardez donc l'agrandissement de ce détail du dessin de Weiss. Quelqu'un
Est-il passé depuis pour corriger l'erreur? Je vous invite à regarder les choses autrement, tout en vous encourageant à rechercher les informations par vous-même. Ne vous contentez pas de preuves toutes faites. Pensez-vous vraiment que je me permettrai d'être aussi critique aujourd'hui vis-à-vis de certaines preuves que nous assène la science tous les jours si je n'avais pas observé durant toutes ces années des incohérences, des contradictions et des approximations incroyables? Ne vous contentez pas non plus de ce que je raconte. Ne marchez dans aucun système. Remettez tout en question. Chacun doit trouver ses propres références sur son chemin et devenir son propre référent. C'est ainsi que l'on se construit une pensée adulte, libre et autonome. Ne sombrez pas non plus dans la certitude qui est la sœur de l'intolérance. Restez ouverts et respectez ceux qui ne pensent pas comme vous. Dans ce monde, vous vous trouvez devant quelqu'un qui joue avec un tas de cartes à gratter et qui tombe à chaque fois sur un gain de 10 000 €. Vous avez deux façons de voir les choses. Soit vous avalez tout en vous disant « c'est formidable, qu'est-ce qu'il est fort, qu'est-ce qu'il a de la chance ». Soit vous vous dites qu'il y a un truc et que quelqu'un, pas forcément celui qui gratte, vous prend pour un jambon. Celui qui gratte, s'il n'est pas à l'origine du truc, aura d'ailleurs naturellement tendance à croire en sa chance. Et quand vous aurez opté pour l'un des deux comportements, gardez encore une place pour le doute et dites-vous que vous n'avez pas forcément raison. Revenons à présent à notre ami Merer. Cette affaire est la démonstration de ce que je vous ai déjà expliqué sur le mécanisme du mensonge. Un mensonge vient toujours en couvrir un autre. Et les deux réunis, par confirmation réciproque, tendent à se transformer avec le temps en vérité. Et quand les mensonges sont légion et qu'ils perdurent depuis des siècles, aucune personne raisonnable ne viendra plus les discuter. Il faut qu'un fou se lève, quelqu'un dont c'est le rôle, un mouton noir qui accepte à l'avance de prendre des coups et de devenir la risée du troupeau, de déplaire aux moutons dociles et d'exciter aussi la haine des moutons récalcitrants qui s'accrochent à ces pyramides aussi, comme à la prunelle de leurs yeux avides de civilisations fantastiques, de lévitation, d'extraterrestres et de soucoupes volantes, sans réaliser que la pyramide est justement le symbole du pouvoir absolu sur la terre et qu'ils sont programmés pour l'adorer tous. Il faut un fou pour soudain clamer haut et fort que toute la civilisation égyptienne a pris naissance au XVIIIe siècle dans l'imagination des porteurs de la seconde Renaissance. Car le père de ce monde est le père du mensonge. L'enchevêtrement des impostures, des faux, ne fait toujours pas la vérité, même s'il en a tout l'air, même si les découvertes semblent parfaitement s'imbriquer et trouver leur juste place dans le puzzle. Nous devons d'abord comprendre que le puzzle a été monté de toutes pièces. Tout cela n'est qu'un enfumage des couches de maquillage qui se superposent et qui pourtant finissent inévitablement par se contredire. Olaroc, t'es bien sympa avec tes papyrus, mais les pierres gigantesques, tu ne peux pas dire qu'elles ont été moulées. Que fais-tu de l'obélisque d'Assouan qui est encore logé dans sa carrière? C'est bien la preuve que ces pierres sont taillées, on devine même la méthode utilisée. Ouais, le coup de la pierre abandonnée dans sa carrière, un classique. On retrouve ça aussi sur l'île de Pâques et un peu partout dans le monde. Mettez-vous à la place de ceux qui détiennent le grand secret alchimique de la pierre philosophale, la pierre moulée, le secret du grand architecte, le grand secret des francs-maçons. Vous êtes au XVIIIe siècle, XIXe, et vous vous préparez à régner sur le monde. Votre supériorité sur les peuples, vous la tenez de ce secret. Et ce secret, il faut qu'il en impose. Et pour en imposer, personne ne doit le découvrir. Alors vous allez non seulement supprimer toute trace du mode opératoire du grand œuvre que vous accomplissez, faire en sorte de n'en laisser aucun témoignage, et vous allez au contraire laisser à la vue de tous des éléments qui entraîneront les chercheurs sur de fausses pistes. C'est exactement ce que font les criminels qui effacent leurs empreintes et déguisent la scène de crime en semant de faux indices pour égarer les enquêteurs sur une voie de garage. Ces pierres titanesques
encore logés dans les crins de leur carrière naturelle, n'ont pas été abandonnés du jour au lendemain par hasard ou à la suite d'une grève illimitée ou d'une crise, ni parce que tout à coup on a jugé qu'elles étaient trop lourdes. Elles sont là pour ça, pour vous détourner de l'évidente vérité. C'est leur absence au contraire qui aurait soulevé votre curiosité et vous aurait conduit tout droit vers l'élucidation du mystère. Ainsi, à la lumière de ce que je viens de vous raconter sur Wise, soit ce sont les papyrus qui mentent, et alors Merer confine au génie pour avoir su si longtemps à l'avance que notre science moderne attribuerait la pyramide à Khéops par un tour de passe-passe, soit nous devons conclure que ces papyrus sont des faux, et là, c'est le faussaire qui est un génie pour avoir si bien su tromper les experts. Il est important que je vous dise que la découverte des papyrus de Khéops ne s'est pas faite du premier coup. Elle a été progressive. Les chercheurs ont d'abord trouvé des papyrus vierges, puis quelques temps plus tard, des fragments de papyrus contenant des registres de comptabilité, et enfin, des morceaux de plus en plus importants. En fait, les découvertes se sont accélérées les 15 derniers jours de la mission, et le lot le plus important, celui des papyrus de Khéops, a été mis au jour le 1er avril. Un autre clin d'œil de la matrice. Ce n'est pas tant la date du 1er avril qu'il faut retenir, c'est la chronologie des découvertes. C'est toujours le même schéma. Souvenez-vous des graffitis de Wise. Souvenez-vous aussi d'Howard Carter avec sa découverte du tombeau de Toutankhamon. Avec les papyrus de Merer, les choses se sont passées exactement de la même manière. D'abord, les égyptologues découvrent des papyrus vierges, glissés là par des faussaires, pour voir si ça passe et pour conditionner celui qui découvre. Puis, des papyrus de comptabilité, toujours pour voir si ça passe, et pour faire monter la mayonnaise. Et enfin, quand tout est passé, cette fois on envoie du lourd, les papyrus de Khéops, qui ont été crédibilisés par les petites découvertes précédentes. Les découvreurs, quant à eux, ont été préparés psychologiquement et ils ne sont plus en mesure de se poser des questions. Ils n'ont plus aucune raison de douter. Leur vigilance et leur prudence ont été lentement mises en sommeil. Tout leur semble logique. C'est un processus de manipulation basique. Souvenez-vous, dans le précédent épisode, je vous parlais de la queue d'un petit dinosaure à plumes de 90 millions d'années découvert dans l'ambre. L'information est passée, la science a validé. Que s'est-il passé alors ? Quelques mois plus tard, les mêmes faussaires ayant pris confiance mettaient en circulation, cette fois un oisillon du Jurassique complet dans l'ambre. Ça se passe toujours comme ça, et c'est de plus en plus fort à chaque fois. دمتم طيبين ونشكركم على المتابعة. مع تحيات قناة واقع اليوم Reality Today. نأمل بأن تدعمونا باللايك والسبسكرايب، فذلك يدفعنا لعمل المزيد من هذه الأفلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.